nous avons eu le plaisir de recevoir Raïssa, mais nous avons un petit peu débordé, mais c'était justifié. Et donc la partie 3 qui est la vente OM au cœur des débats. Alors pourquoi ce titre? On s'aperçoit effectivement que le hashtag vente OM cristallise les esprits depuis un bon petit moment, que vous soyez pour ou que vous soyez contre. On voit également des prises de position qui ont été faites, notamment une très bonne émission, Gilles, tu ne me contrediras pas, du 31 mai sur laquelle il y a eu des prises de position poignantes, notamment d'Alban Poitvin ou de Sofiane Albaroudi. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce qui a pu être dit, sur les faits marquants de cette émission, sur le podcast aussi qui a été fait un peu en contradiction avec ce qu'on a pu énoncer sur cette émission hier, si je ne m'abuse, hier ou avant-hier. Donc voilà, Gilles, Yannick, qu'est-ce que vous justement retenez a posteriori, si je peux utiliser cette expression-là, du hashtag vente OM? Je l'entends au sens où ce hashtag vente OM est vraiment débattu un petit peu par tout le monde et qu'il cristallise vraiment les esprits. Et on voit effectivement que ça devient presque un phénomène de société footballistique. Si je peux, je commence, Gilles. Vas-y, Yannick. Bien sûr. Écoute, voilà, hashtag VentoM, en fait, globalement, tu trouves de tout et n'importe quoi. Tu trouves des anti, des pour, des gens qui surfent sur le truc, des gens qui ont des vraies infos. C'est compliqué de t'y retrouver, mais globalement, en fait, moi, personnellement, j'espère une vente du club dans le sens où, moi, c'est mon appréciation à moi, j'estime que McCourt n'a plus les finances nécessaires pour mener à bien, pour ramener l'Olympique de Marseille dans les hauts du classement français et européen. Donc moi, j'espère une vente dans ce sens-là, quoi. Mais après, moi, ce qui m'énerve en ce moment sur la vente OM, c'est les gens qui disent des dates, les gens qui disent ouais, maintenant on est le 1er juin, tous les mythos, les machins, les gens qui insultent, qui dénigrent d'un côté comme de l'autre, les journalistes qui maintenant se mettent à dénigrer les gens qui croient à une vente de l'OM avec de la méchanceté, Enfin, moi, tout ça, ça me dépasse et ça me gonfle personnellement. Et donc, du coup, j'en suis arrivé à un point que maintenant, limite, j'attends. S'il y a une vente, eh ben, tant mieux. S'il n'y a pas de vente et que, selon ce qu'on voit sur le mercato, ça me semble bizarre, mais que McCourt rajoute 200 millions d'euros, ben, écoute, on fera avec, le temps que ça durera. Mais bon, après, si tu regardes le factuel, voilà, tu regardes le factuel, ce qui se passe aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, des recruteurs de haut vol qui arrivent, des joueurs ciblés entre 15, 20, 30 millions d'euros, sachant que tu en as beaucoup à prendre. Tu peux pas imaginer qu'il se passe rien, quoi, derrière tout ça. Donc après, c'est un fantasme, c'est peut-être faux ce que je dis, je n'en sais rien, j'ai aucune info, mais il faut se poser aussi les bonnes questions, et même nos journalistes suiveurs de l'OM devraient se poser des questions, parce que c'est bien gentil d'annoncer, oui, Gerson va signer, on va faire des amortissements, des machins, mais les amortissements, tu les fais aussi sur tes ventes. Si tu vends Camara 40 millions d'euros comme 30 millions d'euros, eh ben tu payeras pas, le club te payera pas non plus la totalité d'un coup. Donc c'est à double tranchant. Écoute, j'en sais rien, mais ça commence à devenir lourd. Et j'espère qu'on aura bientôt une réponse d'un côté ou de l'autre pour repartir sur du football, parce que tous ces chiffres, ça nous dépasse et tout ça, ça commence à être usant. Alors Gilles, il y avait eu également justement en termes d'amortissement une très bonne émission là-dessus qui expliquait un petit peu l'amortissement pour les nuls, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup et qui est souvent mal utilisé. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Et je voudrais aussi, si tu me le permets, introduire la deuxième question que je vais te poser. On avait été agréablement surpris aussi par les déclarations d'Alban Poitvin sur la réunion qu'il y aurait eu justement avec la mairie. Est-ce que ça t'a étonné, toi, ou est-ce que tu trouves que c'était dans la continuité de ce qu'on entendait? Yannick a très très bien résumé la situation. Yannick, c'est un supporter de l'OM, il observe, il n'est pas, comment dire, c'est quelqu'un d'informé dans le sens où il suit l'actualité au jour le jour, donc il est capable de raisonner avec les infos qu'il récolte, ça et là. Évidemment que c'est difficile en ce moment, et là-dessus, il a tout à fait raison, de séparer, pour faire une métaphore un peu piquée aux inconnus, il y a les bons chasseurs, les mauvais chasseurs, et il y a les bons insiders et les mauvais insiders. Exactement. Un insider, c'est quoi? Un insider, c'est une personne qui a des informations,
qui n'est pas un journaliste et qui a des informations comme des indiques, hein, quelque part. La police travaille avec des indiques, les journalistes travaillent avec des insiders depuis tout temps, des gens qui sont inside, à l'intérieur de tel cabinet d'avocats, de tel, je sais pas moi, club, de telle entreprise, banque d'affaires, etc. Une personne qui donne des informations, un insider, c'est pas forcément un farfelu. C'est pour ça qu'on mélange un peu tout. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui racontent tout et n'importe quoi sous le hashtag VentoM et qui, du coup, ça donne une impression de bloc monolithique. Les insiders sont des affabulateurs, sont des complotistes et sont des mythos, quelque part. Et moi, ce que j'invite tout le monde à justement bien choisir, entre guillemets, son insider. Il y a le bon et le mauvais. Il y a des personnes qui, effectivement, ont des contacts et qui sont bien informées. Et il y en a qui surfent sur des rumeurs, qui inventent je sais pas, des interprétations de salade et d'oignons coupés sur la table pour dire que l'Arabie Saoudite arrive. Enfin, bref, on a tout vu sous ce hashtag VentoM. Et c'est ça qui est difficile, effectivement. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai écouté le podcast de la Provence, là, de Alexandre Jacquin et Fabrice Lamperti, je le prends pas pour nous. Quand je dis pour nous qui pensons qu'il y a réellement quelque chose qui se passe et qu'une vente va arriver d'ici peu. Je le prends surtout pour ces gens-là, en fait. Quand ils parlent de complotistes ou de gens qui sont complètement dans le délire, dans le fantasme, moi, je ne me sens pas concerné. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, on sait pourquoi on y croit. Voilà, ce n'est pas un simple espoir, ce n'est pas une simple envie de combler un retard par rapport au PSG. Si ce n'était que ça serait grave, effectivement. Mais quand vous avez, pour revenir donc un peu à ta question, quelqu'un comme Alban Poitevin, comme Jacques Bail ou l'avocat Sofiane El Baroudji, qui vous parle et qui vous explique qu'ils ont des informations de sources sûres, moi j'ai tendance à les croire parce que c'est des gens qui m'inspirent confiance. Ce ne sont pas des farfelus. Alban, quand même, il a aucun intérêt à venir nous raconter ça. Je ne vois pas quel serait son intérêt. En plus, c'est quelqu'un de discret, de posé, de rationnel. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui a le profil de la personne qui va se coucher le soir je sais pas moi, en fantasmant sur une soucoupe volante qui va arriver, déposer à Walid Ben Talal sur le Vieux-Port et qui va racheter loin. Enfin, non, on n'est pas du tout là-dedans. Attends, excuse-moi, je pose Molina. Il y a une véritable hystérie qui s'est installée. Et moi, j'invite tout le monde à se calmer, à analyser calmement les faits, et rien que les faits. Alors, d'un côté, ce qui se passe à l'OM actuellement, hein, cette effervescence autour du mercato, tout ce qui pourrait nous amener à penser qu'il va y avoir une passation de pouvoir, une vente, un rachat, et également à considérer les personnes qui ont des informateurs solides et fiables comme des gens sérieux. Si ces personnes-là, des gars comme Hichem, des gars comme Thibaut, alors Thibaut, c'est un journaliste, il ne faut même pas le classer dans la catégorie insider, c'est un journaliste. Mais si ces gens-là ont été baladés, écoutez, on le saura, mais une chose est sûre, c'est que ces gens-là, pour moi, ne sont pas des menteurs. Alors après qu'ils aient parfois, certains d'entre eux, annoncé des dates ou voulu rentrer dans certains détails, bon, peut-être que ça a apporté de la confusion. Mais sur les grandes lignes, moi, je crois que effectivement, ces gens qui informent et qui ont donné des informations et les sources de Thibaut, de Mathias Manteghetti, de Hichem, de Basten, des gens comme ça, n'ont rien inventé. Voilà. Et que ça existe. Voilà. Non, mais bien sûr, de toute façon, factuellement, si tu regardes, on imagine qu'il y a des choses qui se passent, quoi. Il y a pas. Je te dis, à moins que d'un coup, McCourt ait décidé au bout de 5 ans et une année Covid, sans revenus financiers dû au marketing, au stade, à la billetterie, à tout ce que tu veux, sans droit télé, à investir 200 millions d'euros dans le club. Ce qu'il n'a pas fait l'année dernière, une année de Ligue des Champions où tu aurais pu construire une grosse équipe. Donc c'est sûr que factuellement, il y a des. Pour moi, ça me semble impossible que rien ne se passe. Après, il y a l'histoire sur les réseaux, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui font de la désinformation plutôt que l'information, c'est-à-dire ils envoient des dates, la semaine sera agitée, tel jour il y a tel endroit, tel machin, telle date ça va être annoncé, tel machin. Tu vois, c'est ça qui désinforme les gens et qu'au bout d'un moment, même ceux qui sont un peu sceptiques ou qui croient, au bout d'un moment, ils disent c'est bon, il y en a marre.
Et je pense que globalement, toutes les gens de la Team OM, on va dire, globalement, à 90%, même ceux les plus réfractaires, ils espèrent une vente pour voir de belles choses à l'OM. Mais ils en ont marre, je pense, globalement, d'avoir des gens qui jouent un peu avec la passion. Mais Donc après, il faut. ça, c'est le folklore, tout ce que tu dis là, les avions, les machins. Ça, c'est le folklore qui entoure le hashtag VentoM d'ailleurs. Mais c'est le folklore qui fait que les gens, ils en sont arrivés là. Tu vois, voilà. Moi, j'invite les gens à ne pas tout mélanger. Il faut séparer. Exactement, oui, on est d'accord. On est d'accord. Jacques Bail, qui est un, je ne veux pas dire que c'est un pourfendeur de la VentoM, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était pour le moins sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand tout à coup, il te dit, j'ai des informations fiables de personnes haut placées qui m'ont donné des preuves, pas des preuves, puisque non, des preuves justement, non, pas des preuves, pas des pièces, mais en tout cas qui lui ont apporté la preuve qu'il se passe réellement quelque chose, qui l'ont convaincu qu'il se passe réellement quelque chose. Quel intérêt il aurait Jacques Bail à rentrer dans la ronde, dans la farandole de la VentoM pour ne prendre finalement que des coups, des insultes et des colibés s'il n'avait pas réellement la conviction qu'il se passait quelque chose. Sachant en plus, pour continuer sur ce que tu dis, Gilles, sachant en plus que Jacques Bail, c'est le premier, on va dire, journaliste suiveur, même s'il n'est pas vraiment journaliste, mais il est intervenant sur Maritime. Enfin, ouais. Voilà, consultant, c'est le premier un peu suiveur de près de l'Olympique de Marseille qui annonce quelque chose de concret, quoi. Et rappelle-toi, il y a quelques mois, il avait dit aussi qu'il avait eu des infos un peu concrètes et qu'il n'avait pas pu vérifier. Et à ce moment-là, il avait dit bon, là, il a encore eu apparemment confirmation. Donc c'est sûr que globalement, voilà, il y a plein de choses, des choses qui se passent en off et j'espère une arrivée rapide de nouveaux investisseurs pour insuffler un nouveau souffle à l'Olympique de Marseille qui est en train de s'épuiser. Ça fait 30 ans, écoute-moi, voilà, ça c'est un truc que j'aimerais vraiment souligner. Ça fait 30, là on vient de fêter les 28 ans de la Ligue des Champions. Alors c'est bien, je suis le plus fier d'avoir gagné la Ligue des Champions en 93, que mon club ait gagné la Ligue des Champions, etc., etc. Mais à un moment donné, j'estime que l'Olympique de Marseille, un club comme l'Olympique de Marseille, doit arrêter de fêter un truc qui a 28 ans et j'espère qu'on pourra fêter des 22, des 24, des 25 mai avec d'autres victoires comme une Coupe d'Europe, une Ligue des Champions ou d'autres trucs. C'est un club comme l'Olympique de Marseille ne s'écrit pas juste avec le 26 mai 93. Et malheureusement, depuis le 26 mai 93, il ne se passe plus rien dans ce club. C'est une accumulation d'échecs, d'investisseurs comme Robert Louis Dreyfus, après Margarita, malheureusement quand il est décédé, et McCourt qui a pris la relève, et c'est la même chose, il se passe les mêmes choses. Donc, à un moment donné, j'estime que l'Olympique de Marseille doit être à un autre rang, on mérite, ce peuple mérite autre chose, ce stade mérite autre chose, et j'espère, sincèrement, j'espère qu'il y a un investisseur qui va arriver pour nous permettre de passer un palier et vraiment de rentrer dans la cour des grands, parce que franchement, un club comme l'Olympique de Marseille avec ce public-là, avec une équipe top européenne, mais on va tout renverser. Il y a pas d'autre mot, quoi. On va tout renverser. Donc c'est pour ça que fêter les 28 ans du 26 mai 93, j'en suis le plus fier. Mais j'aimerais que nous on fête d'autres dates dans un avenir proche. Effectivement. Alors les propos de Morad Boudjelal étaient bien différents. Vas-y Thierry, vas-y. Il t'entend. Vas-y Thierry. Justement, je voulais que Thierry puisse nous donner son opinion, puisqu'on avait pu discuter de vente OM il y a quelques temps. On sait que chez certains, c'est un peu les montagnes russes sur l'appréciation de la vente, à savoir est-ce qu'elle va arriver, est-ce qu'elle ne va pas arriver. Est-ce que les propos de Jacques Bail, justement, Thierry, ont modifié un petit peu ta perception de cette possible vente? Alors, juste d'abord pour commencer, moi je suis au milieu, c'est-à-dire que j'écoute ce que disent les uns et j'écoute ce que disent les autres. Et, malheureusement, je ne peux pas basculer dans un camp précis. Mais ce que je voudrais juste rappeler quand même, puisqu'il y a quand même des faits objectifs, c'est que la vidéo de Thibaut Vizirian, ça remonte à février, c'est ça si ma mémoire est bonne. Oui. Depuis quand il fait sa vidéo, l'uniqué de presse était en cours de rédaction et tout le monde a moussé jour et des jours. Nous sommes maintenant au mois de juin. Donc ça,
maintenant à me laisser penser quand même cette histoire sur la précision formation qu'avait Thibaut Vézina, il y a quand même pas mal en poli, quoi. C'est quand même une grosse différence entre le point de rédiger et aujourd'hui on attend que les choses se passent, mais quoi, c'est des choses pour l'instant, rien. Pour l'instant, effectivement, encore avec tu parlais d'Alexandre Jacquet, lui. Thierry bug énormément. Hein. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que Thierry émet beaucoup de réserves et ça l'a évidemment beaucoup refroidi le fait que Thibaut Vézérian, dans sa vidéo, annonce que le communiqué était prêt, quoi, que c'était imminent et qu'effectivement, il ne s'est rien passé, que nous sommes au mois de juin. C'est ce que j'ai compris en substance et forcément, lui, en tant qu'observateur, il n'est ni pour ni contre, il est au milieu. En tant qu'observateur, il se pose des questions. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Thierry. Ouais. Là, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé exactement. Oui, sur tes réserves, que tu émettais des réserves par rapport au fait que Thibaut avait annoncé ça en février. Voilà, je ne sais plus. Alors, je disais donc qu'effectivement, j'étais encore avec Alexandre Jacquin et Emmanuel Baranguet l'autre jour, qui me disaient, mais on a passé des coups de fil. Voilà, ils m'ont énoncé quand même un certain nombre de démarches qu'ils ont faites, et eux, ils sont très clairs. Il n'y a rien. Donc, je suis obligé de les entendre et j'ai aussi une grande confiance en eux. Moi, je peux accorder mon crédit à une personne, à un Hichem, à un Jacques Bail, mais je ne suis pas sûr non plus de la personne qui leur rapporte l'information. Je ne sais pas, eux, quels sont leurs critères d'appréciation de la fiabilité d'une personne. Moi, quand je vois Jacques Bail, je le connais. En fait, je le connais très bien, Jacques Bail, puisqu'il se trouve que par hasard, nous avons grandi dans la même cité. Voilà, je l'ai connu tout petit, Jacques Bail. Donc, j'ai plutôt une bonne appréciation de sa personne, mais moi, je ne sais pas quels sont ses critères d'appréciation personnelle de la fiabilité de quelqu'un. Donc, je suis obligé d'avoir beaucoup de réserves quand j'écoute les uns et les autres qui me disent avoir eu des infos de la part de quelqu'un qui aurait eu des infos quand on sait à quel point il y a une déperdition d'informations d'un intermédiaire à l'autre, moi je crois que il m'arrive de penser en tout cas que les infos font des rebonds l'une sur l'autre, mais que c'est à l'intérieur, c'est un peu vide, quoi. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, je suis pas certain que ma courte n'ait pas quelques capacités à mobiliser encore de l'argent personnel pour essayer de faire repartir les choses. Si aujourd'hui, effectivement, les organigrammes ont beaucoup bougé, si Longoria a beaucoup restructuré toute la cellule recrutement, toute la façon dont on va maintenant essayer de trouver des joueurs et comment on va essayer de les former, etc. Bon, voilà, c'est aussi dans un projet clair de trading, de repartir sur des bases saines, et rien ne nous empêche de penser que ça peut fonctionner avec ma courte aussi, même s'il faut s'apprêter à voir le club grandir doucement au lieu de prendre une grande dimension d'un coup, comme on l'espérerait tous. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des supporters anti-vente. Il n'y a pas d'anti-vente chez les supporters. Et quand je dis que je regarde j'écoute maintenant tout ce qui se dit de la part des insiders avec beaucoup de réserve, ça ne veut pas dire que je suis anti-vente. Tous ceux avec lesquels je parle, y compris les journalistes qui te disent qu'il n'y a rien aujourd'hui, souhaiteraient une vente, seraient très contents d'une vente. Le problème, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il n'y a pas grand-chose qui se fait. Et je crois que plus le temps va passer, moins je souhaiterais que ces gens-là qui se mettent en avant aujourd'hui l'ouvrent là-dessus, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien arrêter, quoi. Alors, le club, oui, il peut être vendu dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais on ne va pas en parler tous les jours jusqu'à cette date. Il y a autre chose. Moi, je n'ai pas envie de m'en occuper, quoi, de ce genre de truc. Maintenant, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles je ne m'exprime plus du tout, quoi. Yannick, je crois que tu avais des obligations et tu étais dans l'obligation de nous quitter.
évidemment. Écoute, on te souhaite tous une bonne soirée. Je voulais te remercier et après ça, donner la parole aux supporters aussi, justement. Michael, est-ce que tu veux rebondir sur ce qui a été dit également à la fois par les uns et par les autres sur ce sujet-là? Oui, oui, moi je rejoins Gilles sur le fait qu'il faut que chacun puisse se faire une opinion sur le sujet vente OM, à savoir est-ce qu'il y a quelque chose, oui ou non, et puis après attendre que ça se passe si ça doit se passer. Moi je fais plutôt partie de ceux qui pensent qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer au sein du club, parce qu'en étant tout à fait rationnel, on voit que c'est une année qui a été très compliquée, on parle de 150 millions d'euros de déficit. On sait qu'après le fiasco Mediapro, les droits télé ont fortement chuté et que les négociations actuelles sont difficiles. On n'a pas eu de billetterie. On se retrouve dans une année où on n'a pas de qualification en Ligue des Champions. Et paradoxalement, on a l'air d'être parmi les premiers clubs à dégainer sur le mercato et sur des cibles qui, a priori, jusqu'à présent, nous paraissaient plutôt inaccessibles et voire sur lesquelles on serait en concurrence avec des clubs européens importants. Et je ne pense pas que Franck McCourt ait la possibilité à l'heure actuelle de réinvestir, ni même qu'il en ait l'envie, sachant que par ailleurs, il a cédé ses parts dans un circuit hippique, il a vendu plusieurs villas, que sa situation financière personnelle n'était pas extraordinaire. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais pas quoi exactement, j'écoute un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de la part de certains insiders aussi. Mais voilà, attendons si la vente doit arriver, ne soyons pas focalisés forcément sur une date très précise. Si ça doit se faire, ça se fera forcément avant le début de la saison, on verra bien. C'est important, Effectivement. à mon avis, excuse-moi, je vais rebondir, Romain. Je pense que ce qui a fait beaucoup de mal en fait aux insiders et à ce feuilleton, c'est d'avoir sorti des dates. C'est ça. C'est que je pense que si réellement il y a quelque chose, et je pense qu'il se passe quelque chose, on n'imagine pas à quel point un tel deal est complexe et peut parfois durer des mois, des semaines et des mois et des mois. Et le fait d'avoir eu, alors peut-être cette impatience et cette volonté de donner absolument des dates, a beaucoup nuit, en fait, et du coup, à ronger le seuil de patience, enfin, le crédit de ces personnes-là, et a également grignoté la patience des gens qui étaient en attente d'une vente. Donc, forcément, ça a fait beaucoup de mal, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, j'ai l'impression d'une atmosphère, on est à la veille de la Saint-Barthélemy, quoi, une sorte de guerre de religion qui se met en place, et qu'au 30 juin, à la date fatidique du 30 juin, après le passage à DNCG, chacun va sortir ses couteaux et venir égorger les pros, les anti-ventes, enfin, ce qu'on appelle les anti-ventes qui n'en sont pas. Je suis d'accord avec Thierry, parce qu'en réalité, tout le monde aimerait une vente, quasiment tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il y a cette atmosphère électrique qui est peut-être due au fait que, effectivement, les timings, les dates qui ont été données en ont exaspéré plus d'un, et ça, je peux aisément le comprendre. Alors, Stéphanie, la parole est à toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de tout ça? Quelle est ton appréciation justement des faits? On voit qu'encore une fois, à l'instar du précédent débat, les choses d'un côté comme de l'autre peuvent s'entendre et se justifier, puisque les propos des uns et des autres sont contradictoires, mais je trouve qu'il y a toujours une justification qui est apportée, et c'est là où le débat est intéressant. Et donc, j'aimerais avoir aussi ton sentiment là-dessus, s'il te plaît. Elle est peut-être plus là. Stéphanie? Oui. Ouais, tu m'as pas entendu, donc je voulais, je vais passer par Olivier, excuse-moi justement, qui a dû entendre la question que je te posais. Oui, d'accord. Vas-y, Stéphanie, vas-y. Vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai pas. D'accord. Donc en fait, je disais que je n'allais pas être très originale parce que je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit avant. En effet, certaines personnes ont publié des informations fausses sur les réseaux et ça a beaucoup nui à ceux qui avaient de bonnes informations. Je pense aussi qu'il se passe des choses au club. Ça fait 6 ans que McCourt est là. Ça fait 2-3 ans qu'on entend dire qu'il ne veut plus mettre un rond dans le club. Et cette année, il y a beaucoup de restructuration, des personnes qui sont dans des grands clubs, des personnalités assez importantes qui rejoignent notre club. On trouve ça un peu étonnant quand même qu'ils fassent le choix de l'Olympique de Marseille, vu l'état normalement du club actuellement. Pour moi, il se passe des choses maintenant. Lesquels on ne sait pas, on n'est pas dans le secret des dieux, mais moi aussi j'espère que le club va changer de dimension pour qu'on retrouve enfin le statut qu'on doit avoir et qu'on arrête d'être un club lambda qui essaye de jouer la 4e, 5e place chaque année.
Effectivement, c'est sur ce dernier point justement où nous nous retrouvons tous, les pros ventes imminentes ou ceux qui ne le sont pas, sur ce que doit être la grandeur de l'Olympique de Marseille et ce que nous souhaitons pour notre club. Olivier, il nous reste justement 5 minutes pour que tu puisses conclure. Quel est ton sentiment par rapport à cela? Et peux-tu nous dire aussi pourquoi, à ton sens, les éventuels investisseurs justement se seraient focalisés sur Marseille et l'Olympique de Marseille? Alors, je vais commencer avec la première partie, donc sur par rapport à Twitter, les insiders, les journalistes, etc. Donc moi, en fait, je me suis fait une idée, c'est que je prenais tout ce qui sortait. Mais dès que je voyais que c'était des cacahuètes, eh ben, je mettais de côté et pour moi, la personne perdait toute crédibilité. Ça m'a permis de faire énormément de tri et de mettre énormément de personnes de côté. Autant que ce soit des journalistes que comme des insiders, des soi-disant personnes qui connaissent du monde, etc. Et ensuite, pour la deuxième partie, alors je vais te faire un résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi des possibles investisseurs viendraient à Marseille? Marseille, c'est la Méditerranée, c'est ouvert sur l'Afrique, sur l'Europe. Il y a la Côte Bleue, il y a l'immobilier, il y a le maritime, l'aéronautique. Donc, tu mets déjà un pied dans une ville qui est cosmopolite, comme disait Yannick. Donc, tu as des possibilités infinies si tu en as envie et si tu t'en donnes les moyens. Que ce soit investir dans du football, dans tout et n'importe quoi. Comme je t'ai expliqué, tu sais de quoi je parle parce que on en a parlé en off. Et donc voilà, pour moi, si une personne vient à Marseille, ce n'est pas pour rien parce que tu t'ouvres à toutes les portes possibles sur le monde. Et l'Afrique, à l'avenir, ça sera les super riches. L'Europe a fait son temps, l'Asie est en train de le faire, l'Afrique le fera à l'avenir. C'est encore un pays qui n'a pas encore exploité son plein potentiel et ça va arriver. Donc je pense qu'ils vont se positionner là-dessus parce qu'ils doivent le savoir. Et après, j'aurai d'autres arguments, mais je ne sais pas si je peux les donner maintenant. Voilà. Non, mais globalement, tu as raison. Et regarde, pour conclure un petit peu, moi, ce que je reproche, alors on va dire, d'un côté aux insiders, à des gens qui surferaient avec la passion de l'Olympique de Marseille, c'est de jouer avec la passion de certains. Et d'un autre côté, je reproche, comme disait Thierry tout à l'heure, il côtoie des journalistes, etc., à des journalistes qui suivent l'Olympique de Marseille, justement, de dénigrer clairement les gens qui pensent et qui croient, sans argument. C'est-à-dire, moi, j'ai rien, donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, qui viennent, ces gens-là, nous dire noir sur blanc avec des preuves, c'est-à-dire j'ai appelé la mairie en leur disant ouais, l'OM est vendu, oui, ils vont sûrement lui répondre. Yannick, dans leur esprit, il n'y a pas de vente, donc ils ne peuvent pas t'amener des preuves de choses qui pour eux n'existent pas. Là, je me fais un peu l'avocat je ne veux pas dire du diable parce que ce n'est pas des diables pour moi. Non, mais qui pense qu'il n'y a pas de vente? Par exemple, Jacquin est venu sur un de nos lives, il nous a expliqué comment il a enquêté. Bon, après, on peut juger et juger son enquête mauvaise. Ok, mais on ne peut pas dire, trouve-nous des preuves que ça n'existe pas. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Gilles. Jacquin est venu, il a été sincère, il a dit voilà, moi j'ai fait ça, il a cherché à avoir des arguments. Il n'en a pas eu. Mais derrière, Jacquin, la Provence et on va les nommer parce qu'on va pas faire de langue de bois, et Mathieu Grégoire par exemple, dénigrent carrément les supporters qui croient et espèrent à une vente. C'est même plus les gars, il y a rien et tout ça. Maintenant, c'est du dénigrement, c'est des moqueries, c'est des articles faits avec une réponse Twitter de 2 pages dans la Provence. C'est du jamais vu, quoi, tout ça. C'est parfois de la diffamation aussi pour certains. Voilà, exactement, Gilles. Voilà, on va revenir aussi à. Attention, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même. Oui, mais bien sûr. Après, tu as des gens comme Karim Attab, tu as des gens même comme Flo Germain qui dit jamais un mot. Même, tu vois, Momo Bouafsi, même s'il continue de dire pas de vente, mais il est pas, comment dire, méprisant avec les supporters. Et il y a des journalistes qui deviennent et qui sont méprisants. Et ça commence à être insupportable. C'est-à-dire, t'as pas d'infos, donc pour toi, vu que tu n'as pas d'infos, tu vas mépriser les autres. Pour moi, ça devient insupportable, ça. Voilà. Donc, Gilles, tu faisais le défenseur des journalistes, mais pourquoi les décrédibiliser des gens qui ont peut-être plus que ce qu'ont les journalistes, alors qu'eux, ils sont plutôt spécialisés sur le sportif? Non, mais je ne sais pas que je me fais le défenseur des journalistes. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, les journalistes? Les journalistes, ils sont aussi divers
que les insiders, que les supporters. On ne peut pas dire les supporters et prendre un bloc monolithique et mettre tous les supporters dans Non, les attends, je mets pas tous les journalistes dans le même panier, je mets dans le panier ceux qui décrédibilisent Oui. ceux qui ont potentiellement quelque chose. Alors, évidemment, il y a décrédibilisé et décrédibilisé. Il y a ceux qui disent, nous, on a fait notre enquête, il n'y a rien, donc arrêtez de nous casser les pieds parce que pour nous, il n'y a rien. Voilà. Bon, ben, ceux-là ont quand même le droit de le dire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis, il y a ceux qui disent, vous êtes des fous, vous êtes des complotistes, vous êtes ci, vous êtes là. Bon, il faudrait savoir à qui s'adresse-t-il quand il parle comme ça. Moi, on le sait très bien, Gilles, on le sait très bien. Je pense pas qu'il s'adresse comme ça à. Je pense pas, par exemple, qu'il s'adresse comme ça à moi. Voilà, je vais individualiser le truc. Donc, je pense pas que Jacquin ou Lamperti, il pense à moi. Je pense qu'il pense plus à des gens qui, sur les réseaux sociaux, sortent saucisse sur saucisse ou hashtag VantoM pour exister, pour avoir des followers, etc. Maintenant, s'ils pensent réellement que nous, on fait ça pour avoir la fame, comme on dit, ou faire du buzz, alors, ben, moi, je serais prêt à m'expliquer en privé avec Alexandre Jacquin. Et d'ailleurs, on se parle. Et c'est jamais en ces termes qu'on s'est adressé la parole avec Jacquin. Il m'a jamais dit tu es un complotiste, tu es un fou, tu es ainsi, tu es là. On se parle régulièrement, on échange. Donc, je pense pas que les attaques, enfin, ce qu'on peut considérer comme étant des dénigrements de la part des journalistes de la Provence sur ce podcast, puisqu'il faut bien cibler la chose, s'adresse à des gens comme moi ou comme Manteghetti ou comme Jacques Bail. Je pense qu'il s'adresse plutôt aux gens qui ont, il faut bien l'avouer aussi, quand même parfois complètement décrédibilisé ce dossier. Oui, mais Gilles, regarde, pour finir, parce qu'après moi je vais devoir y aller, j'ai des obligations. Regarde, moi je vais te donner un exemple. On parle de journalistes qui sont suiveurs de l'OM, qui n'ont aucune info de la venue de McCourt à Metz, qui n'ont aucune info de la venue de Gerson avant que ça parle au Brésil, qui n'ont aucune info du départ de Thauvin avant que ça sorte au Mexique officiellement. Tu vois ce que je veux te dire dans ce sens-là? Donc c'est des gens qui sont là en train de te dire ouais mais nous tu comprends, nous on a les connaissances à l'Olympique de Marseille pour vous dire qu'il y a rien, qu'il se passe rien à l'Olympique de Marseille, mais d'un autre côté ils sont pas capables de gérer les infotransferts et de gérer la venue de McCourt à Metz où tout le monde a été surpris de sa venue et que personne n'était au courant, même les journalistes suiveurs de l'Olympique de Marseille. Alors, je veux pas parler à leur place, mais encore une fois, ce qu'il faut savoir aussi, il faut avoir tous les éléments en main quand on veut parler au juger. Il faut savoir tout ce qui se prenne sur les réseaux sociaux, tout ce qui se prenne par courrier, par mail, parfois d'une meute enragée qui les insulte à longueur de journée sous prétexte qu'ils n'ont pas d'infos, donc ils sont pro-direction. Ça pour moi. Mais non, c'est pas dans ce sens-là, Gilles. Non, je suis d'accord, Yannick. Je ne parle pas pour toi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses et pour qui la nuance n'existe pas. C'est-à-dire, c'est binaire. Tu es pour, tu es contre. Si tu n'as pas d'infos, tu es contre la vente. Et si tu es contre la vente, tu es pro-direction. C'est stupide. Jacquin est un des principaux pourfendeurs de la direction sous Jacques-Henri Hérault. On ne peut pas le taxer d'être pro-Jacques-Henri Hérault. Donc, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on soit irrité à force de recevoir des messages complètement binaires. Et donc, voilà, encore une fois, j'essaye de parler à sa place. Pourquoi? Parce qu'on l'a reçu et parce que j'échange avec lui et que je sais ce qu'il pense. Ça ne veut pas dire que ce côté un peu donneur de leçons est acceptable aussi. Je comprends des deux côtés. Moi, j'ai été journaliste, j'ai été encarté et je suis maintenant de l'autre côté, on va dire, un peu en freestyle comme ça. Et je peux comprendre que des deux côtés, on puisse être un peu sur les nerfs. Voilà, c'est pour ça que moi, je prône l'accalmie. On va attendre de voir ce qui se passe. Comme disait Thierry, pourquoi Thierry me ferait confiance, par exemple? Qu'est-ce qui fait que Thierry pourrait me faire confiance quand je lui dis Thierry, moi j'ai eu des éléments de personnes hyper fiables qui nous indiquent qu'il se passe quelque chose. Il ne me connaît pas, je ne peux pas lui dire avec qui je parle, donc il ne peut pas juger de la fiabilité de cette personne. Je me mets à sa place aussi. C'est compliqué. Ouais, non, c'est sûr. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Moi, je vais devoir vous quitter, les amis. C'était un réel plaisir pour moi de débuter cette aventure. Abonnez-vous à Made in Marseille si ça vous a plu. On espère avoir fait un contenu intéressant pour vous et on se retrouve pour ma part la semaine prochaine et je laisse Gilles, Romain et toute l'équipe continuer le live. Voilà. Donc passez à vous tous une bonne soirée
Une bonne Bon soirée, allez l'OM et voilà, un bon week-end et une bonne fin de week-end à tous. Bonne Merci. soirée. Merci Yannick. Merci. Justement, Ouais. le live touche à sa fin. Je voulais remercier justement SportMed et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, que ce soit sur le compte Twitter, que ce soit la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, le @SportMed, évidemment. Je voulais remercier vraiment toute l'équipe SportMed et toute la famille OM qui intègre le média SportMed, vraiment pour la façon dont ils nous ont reçus. Yannick et moi, évidemment, il est parti, mais je me fais son porte-parole également. C'est vraiment très appréciable de partager ces moments-là avec vous. Je pense à Flavien, à Fanny, je pense aussi à tous ceux qui ont pris la décision de bien vouloir m'accepter, nous accepter parmi eux. C'était vraiment, enfin voilà, ils ont fait preuve de beaucoup de sympathie envers nous et c'était vraiment nécessaire d'être signifié. Je pense à Gilles, évidemment, celui sans qui rien n'aurait été possible, comme je l'ai dit en introduction. Et je vous remercie vraiment tous. Je remercie Stéphanie, je remercie évidemment Mickaël, je remercie Olivier, que j'ai eu plaisir à retrouver. Évidemment, je remercie Younes, je remercie Thierry Audibert, qui a eu des problèmes de connexion, mais qu'on a eu plaisir à écouter. Et je laisse le mot de la fin à Gilles, justement, qui va pouvoir nous parler des prochains événements autour du média SportMed. Ouais, merci. Ben, merci à toi, Romain, et puis bienvenue dans la famille SportMed. Quand tu dis que sans moi, rien n'aurait été possible, moi, je pense que SportMed, c'est une famille élargie même, et aujourd'hui, tu en fais partie. Donc, voilà, tu sois le bienvenu parmi nous. Pour une première, tu t'es bien débrouillé, on s'est bien régalé. Hein. Encore une fois, on est dans quelques petits problèmes de connexion, mais on se rôde, et puis tout ça va faire des petits, et puis tout ça va se structurer, va s'organiser, et on sera de plus en plus présent sur le terrain, à la fois des lives, mais il y a du reportage qui arrive, il y a un site internet qui arrive, enfin voilà. On ne vous en dit pas plus, on en garde un peu sous le pied, et puis on vous en parlera la semaine prochaine, les semaines à venir, pas forcément la semaine prochaine. Justement, la semaine prochaine, j'ai fait un lapsus. La semaine prochaine, on se retrouve mercredi avec une émission, il va y avoir du sport qui sera consacré à l'équipe de France, et on évoquera un peu le cas Karim Benzema. Et puis, on se retrouve vendredi aussi pour notre émission Comme un seul homme, consacrée à l'Olympique de Marseille, avec là encore quelques belles surprises. N'oubliez pas de réagir sous le hashtag SportMed. N'oubliez pas, il l'a dit, Romain, vous abonner à la chaîne Twitch, notre partenaire, pour nos lives, mais également sur nos comptes Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, où vous pourrez retrouver notamment les replays. Et moi, je voudrais terminer en répondant à Momo, parce que Momo, je t'ai vu là dans le chat, hein, ne crois pas que tu as passé inaperçu, tu m'as traité de footix, Momo. Ok. Je ne suis pas un footix et je n'ai pas tous les maillots des équipes du Brésil. Non, non. Ça, regarde, c'est le maillot 83. Voilà, 83. Tu sais ce que c'est cette année-là pour le Grêmio Porto Alegre? C'est la Coupe intercontinentale, c'est-à-dire d'abord la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale remportée contre Hambourg à Tokyo 1-0. D'accord? Donc ça, c'est pas n'importe quelle équipe. En plus, les couleurs, je trouve sympa parce qu'elles rappellent l'Olympique de Marseille. Et en plus, pourquoi ce maillot et pourquoi ce numéro? Attendez, si vous voyez, numéro 7, c'est parce que c'est le maillot de Paulo César. Et Paulo César, qui dit Paulo César, dit forcément Olympique de Marseille, un des joueurs pour qui je voue une admiration, joueur et un homme aussi extraordinaire, et pour qui je voue une admiration sans borne. Et voilà pourquoi je portais le maillot de Porto Alegre. C'était un peu pour rendre hommage à la fois à l'ambiance brésilienne avec cette signature imminente de Gerson, et également faire le lien avec l'Olympique de Marseille par les couleurs et par Paulo César. Donc Momo, la prochaine fois, tes insultes, tu les gardes pour toi. Non, ça va mal aller, ok? Pour la team premier degré, c'est de l'humour. Hein. Momo, c'est El Tigré, il fait partie de l'équipe. Donc, voilà, il se reconnaîtra. Merci à tous. Merci à Robin, Sabri, Julien, qui nous ont fait le plaisir aussi d'être là pour les modérateurs. C'était un plaisir de partager cette émission avec vous. À la semaine prochaine. Et c'était un plaisir également de pouvoir échanger avec l'ensemble de l'équipe. On se retrouvera très, très vite et à très bientôt. Merci pour tout. Bonne soirée, bon week-end.